Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon oral de sciences politiques que vous pourrez retrouver aux pages 392-393 de votre manuel et qui est au sujet de la laïcité en Turquie et plus particulièrement de l'abolition du califat en 1924 par Mustafa Kemal. À la fin de la Première Guerre mondiale, le traité de Sèvres du 10 août 1920 prévoit le démantèlement de l'Empire ottoman qui à ce moment-là appartient aux puissances vainqueurs qui sont l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne et la Bulgarie. Ce projet de démantèlement provoque en Turquie un sursaut national autour du général Mustafa Kemal. Une grande assemblée nationale de Turquie est constituée le 23 avril 1920 à la suite des élections menées par le général Mustafa Kemal. Ce dernier en devient président à l'unanimité. La signature du traité de Sèvres et les succès militaires du général Mustafa Kemal accentuent le ralliement de la population turque au mouvement incarné par le général. Le 1er novembre 1922, l'Assemblée abolit le sultanat ottoman. Le califat, réduit à sa seule dimension spirituelle, revient à Abdülmecid, cousin du sultan, destitué. Enfin, en 1923, Mustafa Kemal proclame la République de Turquie. En tant que premier président de la République turque, il fait de la laïcité l'un des fondements majeurs du nouveau pays et prend l'initiative d'abolir le califat que les sultans ottomans, en tant que souverains puissants du monde musulman, exerçaient depuis le XVIe siècle. Décision dont les conséquences vont largement dépasser les frontières de la Turquie seule. Nous pouvons alors nous demander comment la Turquie est devenue le premier État musulman laïque. C'est parti! Pour répondre à notre problématique, qui est comment la Turquie est-elle devenue le premier État musulman laïque, je vous propose d'étudier dans un premier temps son programme politique, puis la mise en œuvre progressive mais autoritaire de la République laïque, et enfin les limites de cette politique. Mais commençons par une petite présentation du général. Mustafa Kemal est né en 1881 à Salonique dans une famille de fonctionnaires et s'engage jeune dans l'armée. Il participe de loin en 1908 à la Révolution des jeunes Turcs. Il devient officier et combat durant les guerres balkaniques en 1912 et 1913 et s'illustre durant la Première Guerre mondiale avec la bataille des Dardanelles en 1915. Entre 1919 et 1922, il défie le pouvoir du sultan. Il démissionne de l'armée et prend la tête de la guerre d'indépendance car il s'insurge contre le démembrement annoncé du pays. En 1923, il proclame la République et devient le Gazi, ce qui signifie le président de la République. En 1934, il obtient le titre d'Atatürk, père des Turcs. Enfin, il meurt à Istanbul en 1938, à l'âge de 57 ans. Grand 1, le programme politique du général Mustafa Kemal. En 1923, le prestige de Mustafa Kemal est immense. En effet, il a redonné espoir aux Turcs par sa volonté d'établir un nouvel État. En gagnant la guerre d'indépendance contre les occupants anglais et grecs, le général veut en finir avec le califat ottoman vieux de 6 siècles. En effet, pour lui, l'islam est responsable en grande partie de l'arriération du pays et est une barrière à l'instauration d'un véritable sentiment turc. Ainsi, ce dernier souhaite bâtir une nouvelle nation turque et faire de la Turquie une puissance moderne occidentalisée. Cependant, civiliser la Turquie et la civilisation nécessite la mise en place d'un État laïque. Lors de son long discours dit le Nutuk, prononcé le 15 au 20 octobre 1927, discours feuve de 36 heures et 33 minutes, délivré en plusieurs séances, il reprend l'épopée de la guerre d'indépendance, relate la fondation de la République et les événements survenus en 1923 et fait un appel à la jeunesse turque et aux générations futures pour unifier le peuple turc et faire de la Turquie un État-nation en passant par une langue purifiée et une laïcité permettant de détruire le système des millets, forme de gouvernement se rapprochant de la théocratie. Grand 2, une mise en œuvre progressive mais autoritaire. Tout d'abord, comme vu dans le précédent point, Mustafa Kemal souhaite fabriquer une identité nationale turque, monolithique et jacobine par la propagande, l'éducation et le droit,
par la contrainte en coupant la Turquie de son passé récent et de ses racines orientales, et enfin en prenant appui sur l'Anatolie, ultime bastion de l'Empire ottoman, c'est-à-dire qu'elle sert de base pour hanter une appartenance nationale. La première étape vers la laïcisation du pouvoir a alors été de supprimer le calife. En effet, ce dernier demandait une augmentation de son salaire et reste pour beaucoup de Turcs le souverain légitime et le chef de l'État, ce qui menace alors le pouvoir du général. Pour ce dernier, le calife n'est plus une puissance spirituelle. Il faut briser les liens avec le passé qui assimile le peuple turc au monde arabe et musulman. Le 3 mars 1924, la proposition de loi pour abolir le califat est expulsée. Toute la famille impériale est acceptée. C'est une véritable rupture avec le passé ottoman. Ainsi, pour les Occidentaux, Mustafa Kemal est un grand réformateur des temps modernes, mais des critiques apparaissent. La laïcité, dite laïque, se présente dans les domaines juridique, politique et social. Dans le domaine juridique, elle se traduit par la liberté de conscience, un droit naturel qu'il faut protéger, et par la suppression des tribunaux religieux. De plus, les sujets du sultan sont citoyens. Dans le domaine politique, cela se traduit par la transition d'un État monocratique multinational à un État républicain, démocratique, moderne et national. Enfin, dans le domaine social, on parle d'égalité entre les individus et la religion doit devenir une affaire privée. Mais encore, la laïcité est inscrite dans la Constitution. En effet, l'article 1er de la Constitution de 1924 détermine que l'État turc est une république, et le deuxième, que la religion de l'État turc est l'islam. Or, cette nouvelle Constitution de 1937 présente dans l'article 2 l'État turc est républicain, national, populiste, étatiste, laïque et réformiste. Ainsi, la sécularisation, action de faire passer du domaine religieux au domaine laïque, est en marche dans la société. On parle de l'homme nouveau républicain. Comme nous pouvons le voir sur la photographie d'une rue d'une ville turque, qui nous montre une révolution culturelle occidentalisée. L'enseigne est en caractère latin et les costumes sont occidentaux. Les femmes sont non voilées et le fez est aboli pour les hommes. Mais encore, plus de 90% de la population est analphabète du fait de la difficulté de l'écriture arabe. L'adoption de l'alphabet latin et l'adoption des chiffres internationaux est adoptée. L'arabe et le persan sont alors supprimés. Ce sont des écoles du peuple qui sont chargées d'enseigner à lire et à écrire. L'État a le monopole de l'enseignement. L'éducation centralisée permet la création d'une nouvelle élite républicaine. Mais ce n'est pas tout. Pour laïciser la société, il faut aussi changer la vie familiale des Turcs. L'abandon du voile, l'égalité entre hommes et femmes en matière d'héritage et la suppression de la polygamie entraînent l'adoption du Code civil suisse en 1926. Pour Atatürk, la nouvelle femme devait être la vitrine de la nouvelle Turquie. L'émancipation de la femme est essentielle à ses yeux pour l'avenir de la République. La femme républicaine devait être active dans tous les domaines de la vie sociale et politique, comme vous pouvez le voir sur la photographie. Ainsi, le 5 décembre 1934, les femmes obtiennent le droit de vote et d'éligibilité. Enfin, l'État turc est défini par 6 points fondamentaux du kémalisme en 1937. Le laïcisme, le réformisme, le populisme, le nationalisme, l'étatisme et le républicanisme. C'est alors une laïcisation autoritaire qui a été effectuée sous l'égide de l'armée, du parti unique et des élites européanisées. Grand 3. Les limites à cette politique. Des résistances ? Le nationalisme d'État a ciblé les minorités dont le salut a été reconnu par le traité de Lausanne. En effet, les Kurdes sont des musulmans trahis par la politique de Mustafa Kemal. La division du Kurdistan entraîne des révoltes entre 1925 et 1930 et entre 1936 et 1938. Ces révoltes ont été réprimées par la violence. Les minorités orthodoxes et arméniennes sont privées d'emploi. Ce sont de véritables ennemis de l'intérieur. Enfin, les Juifs sont eux aussi exclus de cette politique. Dès 1923, leur libre circulation en Anatolie leur est ôtée et perdent leur emploi dans les années 30, dans le service public et dans les municipalités. On peut ajouter à cela le fait que la popularité de Mustafa Kemal est en plein déclin. On parle de révolution par le haut. En effet, le renvoi du personnel enseignement
enseignants européens, le départ des populations chrétiennes, le déclin du commerce et des petits métiers affaiblissent sa popularité, et notamment celle vue par la France, qui, par la loi de 1905 sur la séparation de l'État et de l'Église, ordonne à toutes les écoles turques d'enlever les emblèmes religieux et autres, comme vous pouvez le voir sur l'article du Pèlerin du 23 mars 1924. Enfin, la Turquie de Kemal ne regarde que vers l'Europe par sa volonté de construire un État moderne, et laisse derrière elle, tourne le dos, au monde musulman et arabe. Pour conclure, la Turquie est devenue le premier État musulman laïque avec un programme politique ayant pour but d'unifier la nation et de la laïciser par une mise en œuvre progressive et autoritaire dans les domaines politiques, juridiques et social et en passant par l'éducation, etc. Cependant, cette politique fait face à des résistances de minorités. Aujourd'hui, la Deuxième République sous Erdogan privilégie un système idéologique jugé conservateur qui garantit la domination de l'élite urbaine des Turcs blancs, riches occidentalisés. J'espère que mon exposé vous aura plu. Je vous laisse avec mes sources et quelques documents à aller voir si ça vous intéresse. Bon confinement à tous et à bientôt.